Cette réouverture, comme le président de la République l'a indiqué le 31 mars dernier, nous souhaitons qu'elle puisse commencer autour de la mi-mai. Mais compte tenu du contexte sanitaire encore fragile que nous connaissons, nous devrons l'organiser de telle sorte qu'elle se fasse par étapes, de manière forcément prudente et progressive. Si nous voulons pouvoir permettre la réouverture du plus grand nombre possible de lieux et d'activités, cela ne pourra pas être le cas pour tout, notamment pour ce qui entraîne des concentrations importantes de public sans possibilité de respecter les gestes barrières. Et ce qui pourra rouvrir dès la première étape ne pourra se faire que dans des conditions strictes qui s'assoupliront avec le temps d'ici le début de l'été, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, le cas échéant sur une base territorialisée. Nous mettrons donc en place, à compter de samedi matin, ce sas sanitaire, avec un dispositif de quarantaine significativement renforcé, 10 jours, pour tous les voyageurs en provenance des pays où la situation sanitaire est jugée inquiétante du fait de la circulation de ces variants. Ces pays sont à ce jour le Brésil, le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud et l'Inde. Et comme l'a dit Monsieur le Premier ministre, cette liste pourra évoluer si cela est nécessaire. Les motifs pour venir en France depuis ces pays seront donc encore réduits. Pour l'essentiel, seuls les ressortissants français et les Européens ayant leur résidence principale en France pourront entrer sur le territoire national. Les passagers en provenance de ces pays devront tout d'abord se soumettre à plusieurs exigences renforcées. D'abord, ils devront justifier au départ de leur vol d'un test PCR négatif de moins de 36 heures et non plus de moins de 72 heures. À l'arrivée sur le sol français, tous les passagers seront systématiquement testés à nouveau avec un test antigénique. En plus du test systématique, tous les passagers en provenance de ces pays, et quel que soit le résultat de leur test, qu'il soit positif ou négatif, et nous l'imaginons, les négatifs seront la grande majorité des cas, feront l'objet d'une mise en quarantaine de 10 jours décidée par arrêté préfectoral. Pour que la quarantaine soit respectée, il faut qu'elle soit évidemment contrôlée. C'est pourquoi nous avons décidé le renforcement très fort des contrôles des personnes mises en quarantaine. Si les policiers et les gendarmes constatent que cette personne ne respecte pas les règles de quarantaine, une amende qui est entre 1 000 et 1 500 euros sera dressée contre 135 euros aujourd'hui. Mesdames et messieurs, l'amélioration relative mais réelle de la situation sanitaire et les mesures renforcées de protection aux frontières nous permettent aujourd'hui de confirmer la reprise des enseignements scolaires la semaine prochaine, comme l'avait annoncé le président de la République. Dès ce lundi 26 avril, tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que leurs enseignants, regagneront leur classe, fidèles en cela à notre objectif, depuis la fin du premier confinement, d'assurer aux élèves la continuité de ce lien physique le plus qu'il soit possible. Alors, comment s'organise cette rentrée ? Le Premier ministre a commencé à le dire. Nous sommes au rendez-vous fixé, c'est-à-dire la possibilité, la semaine prochaine, donc la semaine du 26 avril, d'avoir tous nos écoliers qui rentrent à l'école primaire, avec leurs professeurs, bien sûr. Cela signifie donc qu'on aura une rentrée des élèves dès lundi prochain, tandis que pour l'enseignement secondaire, donc pour les collégiens et les lycéens, ce sera un enseignement à distance. Il y aura aussi, je le signale au passage, la reprise des enseignements dans les conservatoires pour les élèves des premiers et deuxièmes cycles inscrits dans les classes à horaires aménagés. C'est avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, que ceci a été établi. Il y aura donc pour les collégiens et pour les lycéens un enseignement à distance. Dans la semaine qui a précédé les vacances, il y a eu des problèmes dans certaines parties de la France, et ça a été particulièrement le cas le premier jour, c'est-à-dire le mardi. Ces problèmes ont été vus avec les régions, de façon à ce que ce qu'on appelle les environnements numériques de travail soient pleinement opérationnels, avec leur capacité qui a été augmentée. Cela a été vu avec chaque région de France. Même s'il devait y avoir des problèmes à ce titre, il y a de toute façon le site Ma classe à la maison, qui a été aussi renforcé dans de très grandes proportions. Et je recommande d'ailleurs que lorsqu'il y a des classes numériques, c'est-à-dire des classes à distance, cela se fasse avec Ma classe à la maison, tandis que l'environnement numérique de travail sert davantage pour les échanges écrits avec les professeurs. Cette semaine du 26 avril doit permettre donc un retour de tous, les uns physiquement, les écoliers,
les autres à distance, les collégiens et les lycéens. Ensuite, il y aura donc la semaine du 3 mai. C'est le retour en classe pour les collégiens et pour les lycéens. L'enseignement sera hybride en lycée. Autrement dit, il y aura ce qu'ont déjà connu beaucoup de lycéens, c'est-à-dire un enseignement en demi-jauge, la moitié des lycéens qui viennent et l'autre ensuite. C'est selon un système qui est organisé à l'échelle de chaque lycée. On aura donc un peu d'enseignement à distance, là aussi, pour les lycéens concernés. S'agissant des collégiens, ils rentrent au collège normalement, donc pleinement. Simplement, pour les élèves de 4e et de 3e des 15 départements les plus touchés par l'épidémie, qui doivent s'afficher, qui sont le Nord, l'Aisne, l'Oise, les Yvelines, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise, le Val-de-Marne, l'Essonne, Paris, la Sarthe, la Loire, le Rhône et les Bouches-du-Rhône. Donc dans ces départements, les élèves de 4e et de 3e seront aussi en demi-jauge. Ensuite, cette rentrée scolaire du 3 mai permettra d'appliquer l'ensemble des mesures que le Premier ministre et le ministre des Solidarités et de la Santé viennent d'évoquer. Je vais y revenir maintenant. D'abord, nous maintenons un protocole sanitaire strict. Cela signifie que, conformément à ce que nous faisions juste avant le départ de tous, nous fermerons la classe dès qu'il y a un cas de contamination. Cette mesure est évidemment une mesure très stricte. Elle conduira nécessairement à ce qu'il y ait un certain nombre de fermetures. Mais évidemment, il est largement préférable d'avoir 1% des classes de France qui ferment que d'avoir 100% des écoles. Donc nous serons amenés, et parce que nous le faisons depuis le début de la rentrée scolaire, à être pragmatiques, c'est-à-dire à fermer lorsque un cas existe. Nous maintenons évidemment les mesures que vous connaissez tous, notamment le port du masque dès l'âge de 6 ans, les gestes barrières renforcés, l'aération toutes les heures. La météo va permettre davantage cela d'ailleurs. Nous encourageons les collectivités pour les capteurs de CO2 et les purificateurs d'air. Cela fait d'ailleurs des mois que cela s'est amorcé, selon des modalités qui varient d'un endroit à l'autre. Nous sommes en partenariat avec les collectivités chaque fois que cela est pertinent. Nous encourageons aussi les classes en plein air, de même que nous encourageons les activités physiques et sportives en plein air le plus possible. Et encore une fois, la saison le permet. Nous avons donc le protocole auquel nous sommes habitués qui s'accomplit. Je pense aussi à ce qui se passe pour les cantines, avec la possibilité, chaque fois que cela est nécessaire, de faire en sorte que les classes mangent ensemble de façon à limiter le brassage des élèves. Il y a par ailleurs, et c'est un point fort pour l'ensemble de la France et aussi évidemment pour le système scolaire, le système testé, alerté, protégé, qui est considérablement renforcé pour cette nouvelle période. Les informations les plus précises sont données sur nos sites Internet, je ne rentre pas dans tous les détails. C'est l'intérêt de nos élèves et de nos étudiants d'avoir un mélange de contrôle continu et de contrôle terminal. C'est ainsi que le brevet, qui se passe à la fin de la 3e, est maintenu en tant que tel. C'est ainsi aussi que le baccalauréat comporte une part de contrôle continu et une part de contrôle terminal. Nous maintenons donc les 2 épreuves de contrôle terminal prévues, c'est-à-dire les écrits de philosophie et l'épreuve du grand oral qui auront lieu donc à la fin du mois de juin. Là encore, je le redis, si nous faisons cela, c'est pour le bien des élèves, pour les entraîner à ce type d'exercice et pour qu'il y ait un équilibre entre la note de contrôle continu et la note de contrôle terminal. Il en va de même pour ceux qui présentent des concours, comme les élèves des classes préparatoires, qui présenteront leur concours à la fin de cette année. Il en va de même aussi pour les étudiants de BTS. C'est un sujet dont j'ai été beaucoup saisi. Je voudrais m'adresser à eux tout particulièrement, puisque j'ai bien compris qu'il y avait parfois un malaise pour certains d'entre eux, qui se sentent parfois mal préparés du fait des circonstances. Et je voudrais dire donc quelques éléments sur ce point. Le premier, c'est que, bien entendu, nous sommes capables de prendre en considération les situations particulières. Chaque BTS est un cas particulier. Il y a notamment dans les lycées publics, les BTS ont pu, la plupart du temps, être présents, parfois à plein temps, parfois à mi-temps, dans ces lycées. Dans d'autres structures, ça n'a pas été le cas. C'est pour cette raison que, pour tenir compte parfois de ces problèmes de préparation, Frédérique Vidal a pu annoncer la semaine dernière que nous faisions une session de rattrapage. Cela signifie donc que les épreuves de BTS prévues au mois de mai auront lieu, mais que pour ceux qui ne pourraient pas y aller parce qu'ils seraient malades ou qui échoueraient à cette épreuve, il y aura une session de rattrapage au début du mois de juillet. Cette session de rattrapage consistera en oraux. Et ces oraux
pourront être préparés spécifiquement en mai et juin. Nous dégageons les moyens supplémentaires pour qu'il y ait un accompagnement personnalisé de chaque élève. Là aussi, si nous faisons cela, c'est pour garantir la valeur des diplômes, c'est en ayant à l'esprit l'intérêt des élèves et des étudiants, c'est-à-dire la possibilité non seulement d'assurer la valeur du diplôme, mais aussi de bien les entraîner pour les épreuves en question. D'ici la fin de la semaine, 14 millions de personnes auront reçu une première dose de vaccin, ce qui représente un quart de la population adulte. AstraZeneca, c'est un vaccin à l'action on ne peut plus classique en matière de vaccination, en cours depuis des décennies dans plein de maladies. C'est un vaccin qui va stimuler votre système immunitaire pour lui apprendre à reconnaître le coronavirus si un jour il devait être en contact avec vous. C'est un vaccin qui est très efficace, vous le savez, qui nécessite 2 injections distantes de 12 semaines. Comme d'autres vaccins, comme la plupart des vaccins, et comme beaucoup de médicaments d'ailleurs, il peut donner ce qu'on appelle des effets indésirables passagers, sans gravité. Dans moins de 10% des cas, vous pouvez avoir de la fièvre. Ça passe avec du paracétamol rapidement et sans complications. Dans de très rares cas, il peut provoquer des thromboses, c'est-à-dire la formation de petits caillots qui peuvent aller boucher des veines, qui peuvent aller boucher la circulation veineuse et provoquer, pour le coup, des effets indésirables plus graves. Mais ils sont très rares. C'est 5 cas environ pour 1 million de personnes vaccinées. Je vais vous donner une comparaison. Si vous prenez l'avion pour traverser l'Atlantique, vous avez un risque également de faire des thromboses parce que vous allez être moins mobile. Et ce risque, si vous traversez l'Atlantique en avion, il est 50 fois plus élevé que si vous vous faites vacciner par AstraZeneca. Ça permet quand même, je crois, de relativiser les choses. Et je ne vous parle même pas du risque que vous prenez en ne vous vaccinant pas, parce que c'est sans comparaison. Plusieurs pays proposent d'ailleurs ce vaccin à tout le monde sans distinction. En France, nous avons fait le choix de limiter encore ce risque en ne proposant le vaccin qu'aux Français âgés de 55 ans et plus. Et paradoxalement, je constate que cette mesure de précaution a pu faire augmenter la méfiance. C'est tout le contraire de l'effet recherché. Pour que les autotests fonctionnent bien, il faut que nous puissions les utiliser de la bonne manière. C'est-à-dire qu'il faut d'abord les utiliser de façon régulière. Le conseil scientifique dit au moins 1, voire 2 fois par semaine. Ensuite, chaque test, lorsqu'il est positif, doit être confirmé par une PCR classique en laboratoire. Pourquoi ? D'une part, pour confirmer que le test est bien positif, parce qu'il peut y avoir des faux positifs avec les autotests, et surtout, et également, pour qu'on maintienne notre outil de suivi diagnostic et de l'épidémie dans le pays. Et enfin, parce que ça permettra de dépister s'il y a ou non un variant avec ce test. En aucun cas, un autotest, s'il est négatif, ne doit être considéré comme un bon pour relâcher les gestes barrières, car là aussi, le risque de faux négatif existe, qui est un peu plus élevé qu'avec les autres tests. Si par exemple, vous achetez une boîte d'autotest en pharmacie, que vous vous réunissez entre amis, que tout le monde se teste, que vous êtes négatif, sans doute le risque est-il moins important, mais il n'est pas impossible que l'un d'entre vous, malgré tout, soit porteur du virus. Et si vous ne faites absolument pas attention aux gestes barrières, alors vous vous exposez quand même à un risque de contamination.